La première, 19h-20h, la semaine des 5 heures. Hugues Daillé, Rudy Léonet. C'est nouveau, enfin tout est nouveau, sauf nous. C'est le slogan de cette semaine. Absolument, c'est ce mercredi anciennement 5h du soir, Oui. et qui était une sorte de brouillon finalement. En quelque sorte. Cette semaine des 5 heures qui a marqué son coup d'envoi, vous pouvez rattraper lundi, mardi en podcast sur Rovio et Vous pouvez attendre le vendredi soir pour vous faire la totale. aussi. Dans un coffret. Oui, en plus aujourd'hui on peut vraiment justifier que 5 heures durent 5 heures. Voilà. C'est découpé comme le saucisson ou comme le poulet, c'est voilà. À la diable. À la diable. C'est découpé en 5 fois 1 heure, mais c'est quand même 5 heures par semaine, cette semaine des 5 heures bien nommée. C'est Vincent Van der Venet qui nous accompagne ce soir. Ça va Vincent? Pas trop déstabilisé par tous ces changements? Quand même. Ouais. Quand même. Oui. Quand même. C'est pareil, tout est nouveau sauf lui. Et d'ailleurs, premier changement, mon cher Rudy, ce soir, nous n'allons pas commencer par un hommage à une jeune chanteuse, Oh. mais un hommage, je suis désolé, je vais un peu plomber l'ambiance, à une jeune actrice. Vous voulez dire un salut l'artiste? Un salut. Mais c'est aussi une tradition, un salut l'artiste. Oui, et c'est absolument saisissant. La jeune fille s'appelait Charlbi Dean. Elle est top modèle. Elle était née il y a 32 ans en Afrique du Sud. Elle est décédée à New York, dans un hôpital de New York. Les détails ne sont pas encore donnés. Et Charlbi Dean allait devenir une star. Pourquoi? Parce que elle a tourné dans quelques séries, dans des films dans son pays, dans des films d'horreur, mais surtout, elle est une des 2 stars principales de la Palme d'Or, de Triangle of Sadness, du Suédois Ruben Östlund. Donc, elle a monté les marches à Cannes, elle a vécu le triomphe du film. Ruben Östlund, et d'ailleurs, a publié un message, il est évidemment totalement bouleversé par cette disparition. Elle n'a pas vécu la sortie du film. Mais voilà. Juste le triomphe. Juste le triomphe. Canois. Et le film va sortir cet automne dans tous les pays. Et ce qu'on va voir à l'écran, c'est une comédie noire, on en parlera, le film sort fin septembre, et on va voir une jeune fille dont la trace sera sur écran interposée, donc c'est quand même très très troublant. Et je dois vous avouer que j'étais très très secoué par cette nouvelle, parce que j'ai interviewé Ruben Östlund, et j'ai interviewé cette jeune Charlbi Dean à Cannes, et c'était son baptême du feu. Comme elle avait jamais été en vedette, elle avait encore jamais fait de tournée d'interview, et elle était d'une sincérité, d'une humilité absolument désarmante, parce qu'on se dit elle a l'habitude des podiums, elle est top modèle depuis des années, et elle était tellement heureuse et tellement fière d'avoir été choisie par Ruben Östlund. Et évidemment, on conclut l'interview en disant à bientôt, évidemment, on espère se retrouver pour d'autres interviews, pour d'autres films, très vite, parce que elle crève l'écran dans le film, et voilà. Donc c'est quand même très très troublant comme nouvelle. C'est tombé ce matin, elle est décédée lundi, et le temps que ce soit rendu public... Et oui, forcément, ça ne fait pas les gros titres. Non. Voilà. Puisque au moment où on en parle, elle s'apprête à être connue. Voilà, c'est ironie du sort, et donc évidemment ça, on verra Triangle of Sadness, le titre français, sans filtre, avec un autre regard. Je peux vous poser une question qui me turlupine sur ce film depuis déjà depuis Cannes. J'ai vu qu'au générique il y avait Camilla Läckberg, qui est une superstar du polar suédois. Elle est créditée? Oui, elle joue dans le film, mais je ne sais pas si elle interprète un rôle ou si simplement elle joue son propre rôle. Ça vous évoque quelque chose? Est-ce qu'il y a une écrivaine? Elle interprète un rôle. Alors je ne l'ai pas reconnue. Ah oui. Il y a beaucoup de monde, parce que c'est une croisière de luxe sur un yacht. Oui. Il y a énormément de monde. Mais il y a un couple vedette dans la première partie du film. Le film est en 3 parties. Un couple de jeunes top modèles, un garçon et une fille. Et la fille, c'était Charlbi Dean, qui donc restera
elle restera l'héroïne de cette Palme d'Or. Elle restera dans l'histoire du cinéma avec cet unique grand rôle. Voilà. Je suis désolé, je plombe un peu l'ambiance, mais je trouve que c'est quand même tellement rare et tellement étonnant ce genre ce genre d'accident de la vie que j'avais envie de quand même rendre un bref hommage. Oui, si à on le fait. Charlie. En plus, si on le fait pas ici. Voilà. À propos d'ambiance, moi, je voulais en fait, avant d'apprendre cette triste nouvelle, ouvrir avec une ambiance, parce que les changements, c'est bien, mais lentement. Oui. Pas trop vite. Il faut des ponts avec le passé. Il faut des ponts. Donc, en général... Vous savez, c'est comme quand vous avez un paquet de chocolat ou de bonbons ou une boisson, vous avez éventuellement un macaron nouveau goût. Ah oui, ça j'achète. Ça. Vous avez nouveau goût, mais vous avez quand même du rappel du passé. Le logo n'a pas disparu. On n'a pas changé tout le packaging. Si on change de goût, on garde le packaging. Parfois, c'est écrit sur le packaging. packaging. On garde le même Nouvel goût, emballage, mais intact à l'intérieur. Parfois, on garde le même goût, mais on change le packaging, mais pas tout en même temps. Donc, vous faites bien de faire des ponts avec le passé. Moi, le piège pour ce genre de choses, ce sont les nouveaux goûts de chips. Je me fais avoir à chaque fois. Oui, mais ça, il y a des tentatives d'apprentis sorciers. Il y a même des chips goût huître. Ça, j'ai goûté. Oui. Enfin, c'est un peu comme certaines pralines d'un grand chocolatier du Sablon que je ne nommerai pas parce que j'ai pas envie de faire sa publicité, où c'est presque fourré prout, quoi. Je veux dire, il faut quand même pas... Eh bien, je suis très content qu'on ait cette conversation parce que lundi, j'ai dit que dans ce programme, on parlerait de tout et de fooding. C'est fait. Bien. Donc, la changement, mais pas trop. Je voulais prolonger avec une ambiance qui était habituellement celle qui ouvrait le mercredi soir, à savoir une ambiance à la François de Roubaix. Ah oui, voilà, le générique était les lèvres rouges. Voilà. Et si vous vous souvenez, mon cher Hugues, aux alentours de 2018, je vous parlais d'un groupe de rock anglais, Arctic Monkeys, qui venait de faire sa révolution de palais. J'ai même parlé de son Kid A, parce que d'un groupe plutôt graisseux, avec un rock carré très peu sans concession. Voilà, c'était quand même des gens qui allaient de l'avant. Il sortait un album, Arctic Monkeys, qui avait pour nom en 2018, lors de sa sortie, qui porte toujours ce nom évidemment, Tranquility Base Hotel and Casino. Et pour cet album, tout à fait en dehors des rails les concernant, il se revendiquait de Jean-Claude Vanier, Michel Magne et François de Rugy. Ce qui était complètement étonnant. On l'a écouté ici et c'est vrai que c'était un album totalement à l'ouest. C'était un vrai pari pour ce groupe parce que changer de registre à ce point, quand on a déjà une fanbase consolidée, c'est un peu un coup de poker, c'est un peu jouer son va-tout. Et fort heureusement, le groupe a été suivi. C'est un peu comme si Marc Lavoine faisait du Serge Gainsbourg. Oui. Je vous laisse réfléchir à ça. Je continue sur mon raisonnement. Et donc, juste pour rire. Arctic Monkeys. On se dit, oui, mais bon, ce Tranquility Base, est-ce que c'était juste un one-shot? Oui. Est-ce qu'ils vont revenir à leurs premières amours, qui est vraiment du rock plutôt carré? Eh ben non. Ils ont décidé de poursuivre dans cette voie et cette veine qui a été ouverte, ils continuent à la creuser. Plutôt comme Talk alors. Quand ils ont abandonné les synthétiseurs et qu'ils ont été vers de l'acoustique, ils ont creusé la veine de plus en plus jusqu'à disparaître dans des limbes. Disparaître. Des limbes, oui. Oui, disparaître tout court. Oui. Bah, quoi qu'il en soit ici. C'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est ce qu'on ne souhaite pas, Arctic Monkeys. Oui, ils sont loin d'être disparus et loin d'avoir échappé au radar. Ils étaient au Pukkelpop Festival il y a quelques jours. Donc il faudra, pour les revoir en Belgique, attendre très loin dans l'année 2023. Plus de date européenne pour eux à l'horizon. Et ils sortiront bientôt, le 21 octobre, un nouvel album qui s'appelle The Car. Et ce nouvel album ouvre avec une plage qui est déjà arrivée et qui a pour nom d'être But to Be a Mirror Ball. Donc
ce serait vraiment mieux qu'il y ait une boule à facettes, quoi. Ça, c'est le titre de cette chanson. Prometteur. Oui, mais ils sont forts. Il y avait cette chanson, tu m'appelles seulement quand t'es défoncé. Ça, et je trouve que tu as un bon look sur le dance floor. Ça, c'était aussi Arctic Monkeys. Voilà, ils ont ce talent pour la formule. Donc, il serait peut-être bien qu'il y ait même mieux qu'il y ait une boule à facettes. C'est donc le titre qui ouvre la voie pour un nouvel album qui sortira le 21 octobre. Et vous allez l'entendre, mon cher Hugues. En dehors de, évidemment, François de Roubaix et tous ceux qui ont été cités, il y a un côté aussi un peu James Bondesque, peut-être un petit peu Hans Zimmer derrière tout ça. Je vous propose de l'écouter. C'est le tout nouveau Arctic Monkeys. Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof, but that's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't rose tint back on the exploded view. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball for me? Oh, there'd better be a
il y a intérêt à ce qu'il y ait une boule à facettes. C'est donc le nouveau single de Arctic Monkeys. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas eu une réunion avec Barbara Broccoli et Michael Wilson pour se mettre sur les rangs? Très bonne. Très, en très même bonne. temps, nouveau Bond, on a le temps, hein, pas avant 3 ans parce qu'ils ne savent visiblement pas quoi en faire. Oui. Ils ont été tellement Quelle direction loin. prendre? Ils ont été tellement loin avec le précédent. Officiellement, il est mort quand même dans le dernier épisode, on peut quand même le dire. Ah ben oui, tout le monde l'a vu maintenant. Tout le monde l'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Vous venez de me spoiler. Oui, vous ne le regarderez jamais. Si on était aux États-Unis, j'appelle déjà mon cabinet d'avocats. Alors, si je suis avec vous, mon cher Rudy, ce soir, forcément, je ne suis pas à la Mostra de Venise. Si, dans votre je n'ai pas le don. Dieverse, dans votre multiverse. Néanmoins, il faut quand même pointer 2-3 choses. On va pas y revenir tous les soirs, forcément, je ne suis pas là pour voir les films et vous en parler. On en parlera au moment de leur sortie, parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir à l'automne. Évidemment, c'est bien que c'est un peu Venise, c'est le salon automne-hiver. Hein. On dit tout le temps que c'est l'antichambre aux Oscars. Au départ, la presse française voulait pas le dire pour pas fâcher Cannes, mais maintenant, ça s'inscrit partout, parce que c'est tellement manifeste. En fait, petit rappel des faits. Hein, à Cannes, Cannes a sauvé le lustre cannois avec 2 avant-premières américaines, le Tom Cruise Show avec le Top Gun et le Elvis en 2e semaine. Mais en compétition, ils n'avaient que le nouveau film de James Gray qui est très beau, mais on ne sait même pas s'il sortira, et le Cronenberg qui était un pétard mouillé, Crimes of the Future, et un 3e film qui est aussi Showing Up, qui est aussi un peu passé inaperçu. Donc la présence américaine en compétition reste très réduite, pour des raisons qu'on a déjà expliquées longuement, mais c'est une mauvaise date. Et les studios qui ont des films, ou les producteurs indépendants qui ont des films d'auteur, préfèrent Venise et Toronto pour les lancer. Alors, cette année-ci, c'est le déluge, hein, c'est le déluge. Ça ouvre ce soir avec le nouveau film de Noah Baumbach, qui avait présenté Marriage Story déjà à Venise. C'est aussi un fait intéressant à constater, c'est que, on dit toujours Cannes, c'est les habitués, les frères Dardenne, c'est toujours Cannes, Nanni Moretti, c'est toujours Cannes. Mais Venise, il y a le même syndrome aussi, c'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui choisissent vraiment leur festival. Noah Baumbach, c'est clair. Un autre cinéaste... Et c'est quoi son film? Son film, c'est de nouveau une histoire de couple. C'est joué par Adam Driver et Greta Gerwig, et c'est basé sur un roman de Dom DeLillo. Ah oui, c'est là où s'intitule White Noise. White Noise, où elle a une choucroute. Ah, je ne regarde jamais les bandes annonces avant de voir le film. Et ils sont sur l'adaptation cinéma de Barbie, hein. Aussi. Ouais. Noah Baumbach et Greta Gerwig. Ouais. C'est déjà en route. Ah oui, ils sont en train de le tourner, hein. Non, c'est pas Baumbach qui fait le Barbie. C'est pas Baumbach. Non, c'est pas Baumbach qui fait le Barbie. Non, c'est celle qui a fait. Ah oui, qui joue. Aitonia. Oui, qui joue. Mais je pense que le réalisateur c'est Noah Baumbach. Bon, allez-y, continuez, je vérifie. Deuxième grand habitué. Vous vous souvenez de Darren Aronofsky qui avait présenté Mother, oui. ce truc avec sa fiancée Jennifer de Lawrence, l'époque, qui s'en est pas remise. Non. C'était un grand moment psyché. Eh bien, il revient avec un film qui va très très certainement faire couler beaucoup d'encre. Ça s'intitule The Whale et c'est avec Brendan Fraser qui est devenu obèse et qui joue un papa qui va essayer de renouer avec sa fille. Sa fille est jouée par Sadie Sink qui vient de Stranger Things. Donc face à face intéressant. Barbie est bien. Oui, le Barbie. Alors il y a juste un tout petit rectificatif. C'est écrit par Noah Baumbach et par sa compagne Greta Gerwig et elle réalise. D'accord. Qui avait fait les 4 filles de Dr. Mark. Et le magnifique Lady Bird. Oui. Et donc le retour de Aronofsky avec Brendan Fraser, ça va certainement faire l'événement parce que Brendan Fraser, donc héros des films d'action, La Momie et tout ça dans les années 90, et puis énorme traumatisme, d'énormes problèmes personnels. Il était revenu par la petite porte dans des séries télévisées et là c'est son grand retour. Vous savez, je crois que ça va être un peu comme le retour de Mickey Rourke dans The Wrestler. Ah oui.
Vous vous souvenez? Oui, très bien. Des types dont on n'espérait plus rien et The Wrestler avait été un choc également au festival. Troisième film d'un quelqu'un qui connaît bien Venise aussi, c'est Andrew Dominic qui va présenter l'assassinat de Jesse James. Il avait aussi un film Netflix. Le film de Baumbach est un film Netflix. On rappelle que Venise n'a pas de problème avec les plateformes. Aucun. Ils n'ont pas du tout. Contrairement à Cannes. Ils n'ont pas du tout le même système de salles et les mêmes lobbies qu'en France. Et il arrive avec Blonde, un film dont on parle déjà depuis des mois, avec Ana de Armas qui joue une incarnation de Marilyn Monroe. Ouais. Et ça, c'est un film que... C'est la jeune fille qui était dans dans un Bond, dans le dernier Bond. Et elle n'était pas aussi dans ce film avec Daniel Craig, qui était une sorte de Cluedo. Aussi. C'était elle, hein. Oui, tout à fait. Et qui n'est pas du tout blonde, en fait. Non, pas elle du tout. Elle est même plutôt hispano. Oui, voilà. Et donc, Ana de Armas, et ce film, Netflix, on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que le film est apparemment beaucoup trop pointu et même peut-être un peu osé, et la façon de le porter sur les fronts baptismaux, mais rien de tel que de le présenter dans un festival prestigieux comme Venise. Évidemment, ça va certainement permettre plus facilement de le mettre sur la plateforme. Je signalerai un quatrième film américain en compétition, c'est beaucoup Tar de Todd Field, avec Cate Blanchett qui joue une chef d'orchestre prestigieuse. C'est pas tout. Je vais pas tout détailler, mais pour vous parler des revenants, et des revenants de talentueux, il y a l'extraordinaire Martin McDonagh qui avait fait Three Billboards, ce film absolument formidable, qui revient avec un film tourné en Irlande qui s'appelle The Banshees of Inisherin. Mais ça, c'est pour la compète. Pour la compète, j'ai dénombré 9 films anglo-saxons sur les 23 films. Mais à côté de ça, vous avez des films. Il y a un film réalisé par un Italien, Luca Guadagnino, qui avait fait Call Me By Your Name, avec en vedette un casting anglo-saxon, dont Timothée Chalamet. Donc, vous voyez que ça va être une sorte de déluge de stars absolument énorme. Et alors, il y a 5 films américains aussi hors compétition, dont... le film que vous attendez le plus, oui. Don't Worry Darling, d'Olivia Wilde, avec son compagnon Harry Styles et Florence Pugh. Voilà, donc, et le retour de Paul Schrader, et le retour de Walter. Ils ont voulu me faire une surprise. Mais vous imaginez quel déferlement, quoi. Il y a 5 Américains en compétition, 6 en compétition, 3 films anglais. On sent que le Covid est a priori derrière nous, et que le déplacement en chair et en os donc Harry Styles vient à venir. Oui, forcément. Hein, c'est la présidente du jury, c'est... Tout le monde y en couple, hein, Baumbach. La présidente du jury, c'est Julianne Moore. Enfin, on sent que ça se presse au portillon. Simplement, à la différence de l'année passée, et je terminerai là-dessus, il n'y a pas de... Contrairement à Cannes où ils ont eu le Top Gun, il n'y a pas de Dune, il n'y a pas de gros blockbuster, il n'y a pas de Joker, parce que simplement ces films-là ne sont pas dans les tiroirs des studios. Il y a beaucoup de films qui sont en gestation ou qui ne sont pas prêts, et donc on est beaucoup plus dans collection automne-hiver, film à Oscar, film d'auteur. Ouais, pas plus mal. Voilà. Et beaucoup de ces films, les films Netflix, forcément, ils vont arriver cet automne ou cet hiver. Et le film de McDonagh, donc de celui qui a fait Three Billboards, arrive en octobre. Voilà. Donc ça, heureusement pour ceux qui se disent et alors ça sort quand, tout ça, mais je pense que ça va sortir beaucoup de ces films vont sortir assez vite cet automne, et on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, à propos de Joker, vous avez vu, un 2 est en route. Absolument, avec Lady Gaga. Avec Lady Gaga qui va faire Harley Quinn. Avec Lady Gaga. Ah oui. Ça et le Barbie, moi Oui. Ouais, regardez, j'ai 2 buts dans la vie. Enfin, 3 avec le film d'Olivia Wilde. Mais ça, c'est plus qu'un but, c'est carrément une raison de vivre. Mais Olivia Wilde, je suis en train d'essayer de vous obtenir un admit-à-tour pour que vous puissiez le voir. Oui, je trouve ça important. C'est vraiment très très plaisir. Quand même, je trouve que cette nouvelle saison doit commencer sur des bonnes bases. C'est quand même la fille de Booksmart, hein, en dehors de sa collaboration étroite. Et puis c'est surtout une actrice qui s'est rendue compte que, comme elle ne trouvait plus assez de rôles intéressants et qu'elle savait écrire, elle réalise. Voilà. On reparlera de tout ça en temps voulu. Ça sort bientôt, le Olivia Wilde. Oui, c'est imminent. C'est pour le mois de septembre. Avant la fin du mois de septembre. Ça arrive.
Voilà. Le 21, je crois. Voilà. Enfin, Espérons, j'en suis même sûr. le 21. espérons que tout ça booste un peu Eh oui. les salles, parce qu'on en reparlera, mais de ce côté-là, il y a quand même quelques soucis. Voilà. Bon, si on commençait cette émission avec une jeune chanteuse. Ah oui, d'accord. Une jeune chanteuse qui sera ce dimanche à l'Abbé. Et ça sera presque une grand-messe, hein, puisque l'Abbé verra arriver la cultissime, malgré son jeune âge, elle a pas 30 ans, Aurora. Vous connaissez Aurora, De nom. qui est norvégienne. Vous en avez déjà parlé. On en a déjà parlé ici, notamment à travers un duo. D'une blondeur quasi blanche. Oui. Oui, elle est très 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 bizarre. Il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, sa voix, qui est totalement hors du commun et qui, ça va vraiment vous intéresser, a été repérée pour des raisons presque diamétralement opposées, mais qui quelque part démontre qu'elle fait l'unanimité à peu près dans tous les genres et dans toutes les fonctions. Donc, elle a fait pas mal de voix chantées pour La Reine des Neiges 2. Dieu sait si on est loin de ses préoccupations quand on écoute ses disques, mais surtout Aurora. Dès 2015, alors qu'elle est norvégienne, même si elle s'exprime en anglais comme tous les Norvégiens, dès 2015, elle était la voix d'une publicité de Noël John Lewis, où elle reprenait une chanson d'Oasis dans une version totalement aurore boréale, quoi. C'était quelle petite histoire, vous vous en souvenez? Je sais plus du tout. Non. C'était celle de 2015, donc vous D'accord. retrouverez ça assez facilement. Et donc Aurora, qui se réclame à la fois de Kate Bush, de Björk, mais aussi de Enya, donc de grandes performeuses avec des voix totalement hors du commun et presque surnaturelles. Alors, chez elle, il y a deux choses. Il y a sa voix et il y a ses pieds. Parce que Aurora, elle déclare sans rire. Vous dire qu'elle fait comme Véronique Jeannot, elle a des petits pieds qui dansent. Non, elle a des petits pieds qui marchent, mais elle chante toujours pieds nus, parce qu'elle est intimement persuadée que sa voix vient de la terre et que à travers ses pieds, Oui, mais ça, le son sort de sa bouche. Oh, mais ça, elle copie Marc Lavoine. Césaria Evora. Elle faisait ça aussi. Césaria Evora, c'était la grande chanteuse aux pieds nus. On est d'accord, Vincent Van der Weyden. Ah ben oui. Ici, c'est la chanteuse aux pieds nus. Mais je pense que Césaria Evora, oui, mais... au départ, c'était une question de budget. Hein. Voilà. Elle chantait dans les rues, presque, et puis après, la gloire est venue. Oui, mais elle vient d'un pays où il fait froid, donc marcher pieds nus, Aurora, c'est quand même beaucoup plus attention téméraire attention au rhume, oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Et donc, pieds nus, elle sera là à l'Abbé dimanche soir, juste aussi pour dire qu'elle a un personnage tout à fait particulier qui est cultivé par ses deux sœurs qui s'appellent Miranda et Victoria. Une est maquilleuse, coiffeuse, douce, ces espèces de coiffures asymétriques à plusieurs niveaux, et l'autre est styliste, et donc ils lui font des robes qui ressemblent à des robes de mariée, mais on est un peu dans un univers un peu Midsommar, vous voyez, un peu björkien aussi, non? Moins sophistiqué, moins artificiel. On est plus artisanal. Plus dans une sorte de folklore, mais un peu bizarre, décalé, un tout petit peu malaisant. Donc voilà. Et la publicité de John Lewis, c'était l'homme sur la Lune. C'était l'homme sur la Lune. Voilà. Ouais, on fait le boulot. Hein. Okay. Chacun fait des recherches. On fait du fact-checking. Oui, on fait du fact-checking. Mais on est sur la première, on décode, on dézoome. Et on écoute Aurora. Et on écoute Aurora. Avec Potion of Love. We are here till we're not. When I see you again, as a stranger or a friend, could you give me a kiss from the past? Make it soft, make it last, like a lake in a glass, like an endless reminder of us. I don't feel love anymore, and how it hurts. I don't walk out of the door, forgetting what
hurts me the most. I recall our minds being strange and unlike. You were quiet at most. I would watch and explode with a storm in my mind. You would understand why they all name hurricanes after us. When I see you again as a stranger or a friend, I will give you a kiss from the past. I will send you away, hoping you'll be okay with a piece of your heart living in mine. I don't feel love anymore, and how it hurts when you walk out of the door, forgetting why we fell in love hurts me the I don't feel love anymore, and how it hurts when you walk out of the door, forgetting why we fell in love hurts me the most. Voilà, Aurora, A Potion for Love. C'est très Disney hein, aussi. Vous me raconterez, Oui, puisque oui, vous y allez à la baie. À la baie dimanche soir. Bon, on parlait des salles de cinéma qui se posent beaucoup de questions, mais C'est vrai. il y a aussi des choses positives qui se passent, à savoir une sorte de trio de belles énergies qui se réunissent pour créer Ciné Flaget. Ah oui, il y a une migration dont on voulait vous parler. Vous vous souvenez du Kinographe, ce cinéma pop-up qui était installé dans les anciennes casernes de la gendarmerie sur le site CU à Ixelles. Donc ils savaient qu'ils étaient là pour une période de premier. Ils ont baissé le volet, en tout cas des salles fin juin, des activités en open air pendant tout l'été. Et là, ils vont se déplacer pour une période assez longue, le temps que les travaux du CIU soient terminés et qu'ils retrouvent leur espace avec un cinéma. Et là, c'est une excellente nouvelle qui sera pérenne, donc qui sera installé définitivement en dur. On ne sera plus sur du provisoire. Ils vont s'installer pendant cette période à Flaget, Oui, et qui a la bonne idée de les accueillir. Et qui, pour des questions de lisibilité, c'est tout bête, mais au lieu de dire au Studio 5, mais ça devient Ciné Flaget. Quoi. Exact. Voilà. D'autant que l'affiche qui sera, la salle sera ouverte mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, sera partagée à la fois par des grands classiques du cinéma, comme c'était déjà le cas. Puisque la Cinémathèque est un des partenaires structurels de Flaget. Exactement. Voilà. Mais alors, ils s'adjoignent les services d'une jeune génération qui, elle, va plutôt programmer des films d'auteurs actuels, et c'est le Kinographe qui a été désigné pour partager cette programmation de Ciné Flaget du mercredi au dimanche, tous les soirs, dans le grand paquebot Flaget, donc une nouvelle salle. Et par les temps qui courent. Et c'est une très bonne salle, le studio. Et c'est une très bonne salle. Très bonne salle. Et oui, par les temps qui courent, c'est important de le signaler. Et justement, petite fiesta pour démarrer les festivités demain. Avec la présence de Dominique Moll et Bouli Lanners pour La Nuit du 12. Formidable polar dont je vous ai parlé hier soir, puisqu'on a parlé de deux sorties cinéma de la semaine. Alors justement, pour être tout à fait complet... Et je voulais juste rapidement évoquer la
la réédition, la renaissance de l'opération Je peux pas, j'ai cinéma, qui est proposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. À savoir, si vous allez sur le site gcinéma.be, vous vous apercevrez que pendant plusieurs semaines, pour 1 €, vous avez accès à un film, et ce sont des cinémas qui font partie du circuit des salles art et essai de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais on peut voir, par exemple, La Nuit du 12, on pourra voir le film des Dardennes, on verra aussi Compétition officielle, qui est un film... Compétition officielle, qui est sorti, qui est une formidable comédie argentine qui est sortie il y a 2 semaines. Avec Banderas et Penélope Cruz. Voilà, incroyable mais vrai. Enfin voilà, des tas d'offres cinéma à 1 €. Oui. Donc vous vous inscrivez, vous allez acheter vos tickets à 1 € et vous avez accès à toutes ces séances dans toutes ces salles, dont Ciné-Flagelle. Donc un bon incitant à retourner dans les salles. Et donc je disais, on a évoqué hier soir 2 films qui sortent cette semaine-ci. La Nuit du 12 de Dominique Moll, La Dégustation avec Bernard Campan et Isabelle Carré. Restait un 3e film à évoquer. Qui sort aujourd'hui. Qui est sorti, qui suscite une presse française très enthousiaste. Il y a quelques réserves, mais qui est signé par une cinéaste qui a la carte. Ah! La carte Gold, mon cher Rudy. Donc, la Platinum Deluxe. La Deluxe. Rappelons, qu'est-ce que la carte, pour ceux qui ne le sauraient pas, Philippe Noiret l'a bien expliqué dans ses mémoires, c'est vous êtes un artiste, vous faites des trucs un peu maladroits, malhabiles, c'est pas grave, c'est toujours inspiré, c'est toujours une fulgurance. Vous êtes un artiste qui fait des trucs maladroits, c'est de la merde. Ça veut dire que vous n'avez pas la carte. Vous n'avez pas la carte. Et Claire Denis fait des films que je trouve régulièrement terriblement ennuyeux, pour ne pas dire totalement soporifiques, mais elle a une carte Gold Platinum. Et son nouveau film qui sort, enfin, elle en a tourné un depuis, elle a tourné celui-ci pendant le confinement, c'est Avec amour et acharnement. Et c'est d'après un roman de Christine Angot. Donc c'est un peu double peine en ce qui me concerne. Claire Denis plus Christine Angot. C'est double carte. Oh, et c'est double carte. C'est quoi? C'est un triangle amoureux revisité. Vous savez, dans certains restaurants, il y a le tiramisu revisité. Oui. Et puis, vous aviez envie qu'on parle un peu, vous aviez envie qu'on parle un peu de food. Donc, le légume oublié revisité. Revisité. Eh bien, ici, c'est le triangle amoureux revisité. C'est-à-dire qu'il y a un couple. Sarah, Juliette Binoche, elle est journaliste à Radio France, RFI, je pense, internationale. Lui, il a fait de la prison, donc il s'appelle Jean, il est joué par Vincent Lindon, et il va peut-être retrouver du travail en retrouvant un ancien partenaire, un ancien ami, et il est coach sportif, et ils vont essayer de se relancer dans la dynamique des clubs. Toujours est-il que cet ami en question, qui est joué par Grégoire Collin, eh bien c'est l'ex de Sarah. Donc Sarah voit évidemment, en même temps, elle est contente parce que son homme va retrouver du travail, mais en même temps, elle est un peu inquiète parce qu'elle va être appelée à revoir son ex. Et justement, tout le film, c'est Sarah hésite un peu entre Jean et François. D'où le triangle amoureux revisité. C'est insoutenable. C'est insoutenable et c'est tourné en plein confinement, donc c'est tourné, c'est de l'arte povera, c'est-à-dire que c'est tourné avec 1 ou 2 décors. C'est du dogma. C'est du dogma et il y a, pour sublimer tout ça, les dialogues profonds. Attendez, exemple, le dogma, ça a la carte. Oui. Mais le film Vandenborg, qui est tourné avec un caméscope acheté dans un rayon d'électroménager, c'est de la merde. Donc ici, on est dans du dogma. On est dans du dogma, on est dans du triangle revisité et rehaussé par les dialogues de Christine Angot, qui tantôt sont terriblement quotidiens, ordinaires, basiques, réalistes, et tantôt partent vers des envolées lyriques. Et quand ils font l'amour, la femme part dans d'intenses délires. À ce moment-là, on dit pas qu'elle chante comme Aurora. Non, à ce moment-là, on se dit Juliette Binoche n'est quand même plus complètement avec nous, et surtout, ce triangle devient finalement le club des têtes à claques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel personnage est plus insupportable que l'autre, et très vite, on a envie de dire, moi, ça me rappelle le mot de Claude Lévi-Strauss, à qui on demandait pourquoi est-ce qu'il, vous savez, l'ethnologue, il disait qu'il avait un problème avec les drames contemporains au théâtre, parce qu'il avait toujours l'impression d'être
faire irruption dans une dispute de voisins de palier à laquelle il n'avait pas été convié et donc il se sentait très mal à l'aise. Eh bien, ici, on a le même sentiment, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir ouvert la mauvaise porte sur le palier. Il se dit, mais je voudrais plutôt rentrer chez moi que d'assister à ce crépage de chignon qui est vraiment épouvantable. Mais Hugues, j'ai une sous-question. Claire Denis, elle a reçu un prix à Cannes, Elle n'arrête ex-aequo pas avec de- le Gaston, mais pas pour ce film. Non, elle n'arrête pas de recevoir des prix. Pour ce prix, elle a eu l'Ours d'argent à la Berlinale. Et quelques mois plus tard, elle a présenté à Cannes Stars at Noon avec Margaret Qualley, la fille de Andy McDowell, film anglo-saxon. Et qui était président du jury? Vincent Lindon. Qui a tourné dans plusieurs films de Claire Denis. Donc on a dit, attention. Là, j'ai Achtung, tourné. Copinage peut-être Mais- de la part de Vincent Lindon qui a à tout prix cherché Mais à ça imposer. veut surtout dire qu'il y a des cartes gold internationales. International. Oui, c'est très fort qualité française. Ça, c'est l'or rose travaillé. Ça, c'est absolument incroyable. Mais je peux vous dire que quand le Grand Prix à Cannes est arrivé ex-aequo avec Lucas Stone pour Stars at Noon, le brouhaha de protestation dans la salle était quand même assez... De ceux qui n'ont pas la carte. Donc. Oh là là. Enfin voilà. Donc cette semaine, il y a le plus drôle, fin de l'histoire, c'est que Vincent Lindon a mouillé sa chemise pour faire la promotion d'Avec Amour et Acharnement. Il a dit, il y a un vrai problème dans le cinéma français, il y a trop de films qui sortent. Mais il le dit au moment où il défend Il parle ce film. des autres, évidemment. Oui. Il le dit au moment où ce film-ci est rigoureusement insortable. Donc tout ça est assez piquant. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vraiment la qualité française, eh bien, il y a Avec Amour et Acharnement, avec dans le club des têtes à claques, en 1, Juliette Binoche, en 2, Vincent Lindon, qui vraiment est mal servi et qui se demande ce qu'il fout là, et alors en 3, un des acteurs les plus antipathiques du cinéma français, qui est Grégoire Collin. Voilà. Comme ça, on avait distribué des pénis tatoués. Des pénis tatoués. Oui. Aucun, hein, vous aurez compris ici, rien du tout. Hein. Rien du tout, Oui. Donc, si vous voulez savoir pourquoi on a distribué des pénis tatoués, il faut écouter les... Oui, c'est ça. C'est un call to action. C'est comme une série. Il faut l'épisode 2 pour comprendre le 3. Voilà. Moi, je me souviens de Claire Denis. Elle avait travaillé avec Jean-Louis Murat, qui lui avait écrit des chansons pour un film qui s'appelle J'ai pas sommeil. Ça existe, ça, de Claire Denis? Oui. Moi, j'avais beaucoup sommeil en le regardant. Par contre, je peux vous mais dire. je pense que ça s'était pas super passé. Non, là, Voilà. là. Mais parfois, quand on a la carte, il y a des gens qui s'échangent des cartes et qui disent, t'as mis ma carte, elle est belle ta carte, la mienne aussi, elle est belle ta carte, et ils finissent par travailler ensemble. Oui. Mais Ils jouent bataille avec les et cartes. c'est pas les mêmes tailles de cartes, voilà. Dites, à propos de tête à claque, je voulais qu'on s'attarde, mais pas trop longtemps, sur le retour de Mylène Farmer. Ah oui. Mylène Farmer C'est qui une bonne idée. revient. Oui. Avec qui? Avec Sting? Oh, pas avec Sting cette fois, mais c'est avec Alizé? C'est complètement dingue. Non, mais par Avec, contre, on en parlera. Avec Boutonna, ils essaient de lancer une nouvelle Alizé qui s'appelle, je pense, Julia. On en parlera dans un prochain Semaine des 5 heures. Et donc, elle revient avec... une tournée surtout. Il faut bien mettre du charbon dans la loco, donc il y aura un album qui arrive aussi pour un peu driver cette tournée. C'est quand même 9 dates de stade partout en France et en Belgique, puisqu'elle sera au Roi Baudouin, mais les places sont en vente déjà depuis 15 ans. Elle sera au Roi Baudouin le 22 juillet Oui, les places prochain. ont été placées en banque et ont permis d'acheter 3 villas aux Bahamas. En fait, quand les parents de Mylène Farmer ont appris qu'ils allaient avoir un enfant, ils l'ont inscrite à une crèche et ils ont loué le Roi Baudouin déjà et ils ont lancé la prévente. Comme ça, voilà. Et donc l'album s'appelle Nevermore. Si ça pouvait être vrai. Si ça pouvait être vrai. Ça s'appelle Nevermore. Et alors sur l'album, il y aura des collabs, mais alors des collabs de la mort qui tue. Woodkid, hyper fréquentable, Woodkid. Archive, superbe groupe. Moby. Oui, il est gentil, Moby. Oui, enfin le nain vert. Il l'avait déjà fait, hein. Oui, il avait déjà fait. Woodkid aussi, voilà. Mais voilà, malgré ces collaborations, Mylène ressemble de plus en plus à une poupée Chucky qui chante, et aussi surtout à l'écoute. Moi, je trouve qu'il devrait l'inviter au bif. Il devrait l'inviter au bif, ça c'est évident. Ben, elle viendra pas. Ben non, elle viendra pas. Et aussi s'entourer de personnalités comme celles que j'ai évoquées pour finalement finir par faire des chansons qui ressemble à du Julie Pietri, du Jeanne Masse ou du Stéphanie, c'est de plus en plus compliqué à discerner la différence entre les deux. Tout n'est qu'un jeu de masques, poussière d'anthrax qui s'insinue dans nos
Non, Voilà. moi je trouve que c'est terriblement jeune. Oui. Est-ce que c'est pas un peu Christine and the Queens? Ah, je n'ai Chris. pas pensé sous cette Enfin, forme. Chris ou je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Redcar. Il y a un peu de Zazie aussi, il y a un peu de tout. En fait. Il y a un peu de Danse avec les stars, il y a un peu de Moi, je Mask trouve que dans Singer. il y a dans un la peu- rythmique, c'est plus Chris. Ouais. Et ça, c'est fait avec Woodkid. Donc voilà, pour les amateurs, c'est le 22 juillet prochain. au Nevermore, stade. donc. Nevermore, s'il te plaît. Dites, je voulais quand même... Terminer par quelque chose de plus un truc réjouissant. vraiment, non seulement réjouissant, mais étonnant. Et je trouve qu'il donne... Enfin, je sais pas ce qu'il prend, à mon avis, de la DHEA et plein d'autres trucs. Jean-Michel Jarre. Il y a rien à faire. Je suis fan de Jean-Michel Jarre. Et Vous voilà. êtes jaloux de ses cheveux. Aussi. Ah, il a Oui. une- Ben, oui, une- oui. Et il dit que sa C'est ce sa que son père lui jeunesse. a légué. Oui, C'est c'est la tout ce que seule son- chose. oui, c'est la seule chose que mon père m'a légué, puisqu'on sait qu'il n'a pas reçu un radis. Son père vivant à Los Angeles et sous la juridiction californienne. Ouais. On peut déshériter ses enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a déshérité Jean-Michel et Stéphanie, ses deux enfants. Donc Jean-Michel Jarre revient ces jours-ci avec un titre qui a pour nom Brutalisme, qu'on entend. Gangly chante dessus? Non, c'est totalement instrumental, mais il est écrit hommage à Pierre-Henry. Alors Pierre-Henry, Oui. Messe pour le temps présent. messe pour le temps présent, pionnier de la musique électronique et de la musique concrète en Avec particulier. Béjart, hein, Il a Pierre travaillé Henry. avec Béjart, c'était un élève de Pierre Schaeffer, donc on est vraiment dans du super haut de gamme. Mais lorsqu'on regarde de plus près les crédits de ce titre de Jean-Michel Jarre, qui fait partie d'un album qui va arriver le 21 octobre, le même jour que Arctic Monkeys, cet album s'appelle Oxymore et on voit que le titre est crédité Jean-Michel Jarre et Pierre-Henry. Pierre-Henry qui est décédé en 2017, il était déjà âgé, mais Jean-Michel Jarre et Pierre-Henry avaient un projet commun qui n'a jamais vu le jour puisque Pierre-Henry s'est éteint. Mais la veuve de Pierre-Henry a gardé toutes les bouts de bandes. Les bandes. Ah oui, les bandes, parce qu'on est ici en une rencontre entre du numérique et de l'analogique. Elle a confié toutes ces bandes qui étaient destinées au projet commun que Jarre avait avec Pierre-Henry. Elle les a cédées à Jarre, qui les a récupérées et qui donc va sortir un album qui est pratiquement un album de collaboration avec Pierre-Henry. Et comme il est assez touché et fier de pouvoir travailler cette matière, il promet un album qui sera en Dolby 5.1 à écouter avec des écouteurs qui permettent du son spatial binaural. Voilà. Donc ça s'appelle Brutalisme. C'est probablement ce qu'il a fait de mieux depuis très très longtemps, mais ce qui fait surtout plaisir et ce qui est réjouissant, c'est qu'il reste toujours un chercheur, un découvreur, quelqu'un qui a envie d'avancer Mais ça, il ne fera et pas sur d'explorer. scène. Non, Avec Jean-Michel Jarre, on ne sait pas. on ne sait pas. Voilà. Donc Brutalisme, Jarre et Pierre-Henry. On se retrouve demain. Très volontiers. Merci Vincent Van der Venet.